Bienvenue mesdames et messieurs à cette grande édition de journal sur Molière Canal. Mais bien avant toute chose, voici le sommaire. L'audience du procès en appel de Vital Kamere, président national de l'UNC, dans les dossiers de détournement des fonds alloués au programme de 100 jours du chef de l'État congolais, a été renvoyée au 18 septembre prochain par la Cour d'appel de Kinshasa. La Lucha section de Kananga interpelle la communauté internationale pour que la justice soit faite en faveur des victimes des affres de guerre du Grand Kasaï. Mesdames et messieurs, plus de détails c'est dans votre journal. Bienvenue une fois de plus, démarrons cette édition du journal par cette information. Bientôt, la société minière de Bakwanga, MIBA en sigle, connaîtra la relance de ses activités. Ceci ressort de la rencontre qui a eu lieu dans la capitale Kinshasa du conseil d'administration de cette entreprise d'exploitation minière de la province du Kasaï oriental avec le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. CV. Une délégation de l'entreprise minière de Bakwanga, composée du directeur général ad intérim Paulin Lukusa Moubiaï, du directeur financier Jean-Claude Mompouya et de Corneille Mbikaï, directeur technique ad intérim, a été reçue par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette délégation est passée brièvement en revue un tableau détaillé sur l'état actuel de l'entreprise MIBA, et cela à l'intention du chef de l'État. Aussi, l'essentiel de cette rencontre était la demande d'une implication personnelle du président de la République pour que diligence soit accordée en ce qui concerne l'obtention d'une garantie souveraine de l'État congolais. L'AMIBA sollicite par la même occasion les financements du gouvernement pour ses recouvrements et l'évacuation des conteneurs, et cela avant la relance de la production. La révisitation du protocole d'accord entre l'AMIBA et la société Sassim pour un partenariat a fait aussi l'objet, point à l'ordre du jour lors de cette rencontre. La délégation de l'AMIBA a fait savoir au chef de l'État congolais que la relance de la production de cette entreprise minière nécessite la réhabilitation complète de la centrale de Tchala, le transport et la distribution de l'énergie électrique, principalement dans la ville de Mbujimaï, d'où les financements de l'État congolais s'avèrent d'une importance capitale. Parlons justice à présent. L'audience du procès en appel du Vital Kamere, président national de l'UNC, dans les dossiers des détournements des fonds alloués au programme des 100 jours du chef de l'État congolais, a été renvoyée au 18 septembre prochain par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Junior Kaniki nous en dit plus. Initialement prévu pour ce vendredi 21 août 2020, l'audience du procès en appel de Vital Kamere dans le dossier du programme des 100 jours du chef de l'État a été une fois de plus renvoyée à une date ultérieure, soit au 18 septembre prochain. Ainsi, en a décidé la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. C'est pour la 4e fois que cette Cour renvoie l'audience à une date ultérieure. Selon les juges d'appel, ce énième renvoi viserait à régulariser la saisine. Le réglage de la saisine, ça veut dire que la Cour n'était pas bien saisie. Soit la requête lui adressée il y a eu des erreurs sur cette requête. Cela signifie que les avocats de Vital Kamere qui ont introduit ce recours n'ont pas respecté de procédure. Voilà pourquoi, au lieu que la Cour puisse se déclarer non saisie, c'est ainsi qu'on préfère au moins renvoyer la cause pour permettre à la partie demanderesse de formaliser la saisine. Je pense que c'est sur ce point-là. Il y a un élément très capital ici, c'est que les gens aujourd'hui veulent parler beaucoup plus de la politique, ils oublient l'aspect judiciaire. Je pense que l'aspect judiciaire, il y a trop de caprices. Ces caprices-là, ça veut dire si la procédure n'est pas respectée, rien ne peut marcher. Et surtout à ce niveau-là, quand on parle de la saisine, ça veut dire qu'il faut que la saisine soit régulière, respecter toute la procédure. Quand les juges constatent que la procédure n'avait pas été respectée, ils risquent de déclarer
non saisis. Il convient de signaler que Vital Kamerhe, directeur des cabinets du chef de l'État, avait interjecté l'appel contre l'arrêt du tribunal des grandes instances de la Gombe, qu'il est condamné le 20 juillet dernier à 20 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics. Parlons éducation à présent. Coup d'envoi ce jeudi 20 août 2020 dernier au Kasaï central de la reprise des activités à l'enseignement non formel. C'est la ministre nationale des Affaires sociales Rose Boyata qui en a donné le ton à travers une cérémonie organisée au centre de rattrapage social des Ndécha. Suivez. C'est à partir du centre de promotion sociale de Ndécha que le ministre national des Affaires sociales a donné le ton pour l'ouverture officielle de la reprise des activités de l'enseignement de l'éducation non formelle. À côté du professeur Ambroise Kamoukouni, gouverneur de province ad intérim, ainsi que de plusieurs personnalités de ce secteur, Rose Boyata Moukandou a été ovationnée de l'accueil lui réservé par les élèves, filles tout comme garçons. Prenant la parole, la représentante des enseignants et l'autre des inspecteurs ont salué le passage pour la toute première fois du ministre national des Affaires sociales au Kasaï central avant d'épingler plusieurs difficultés qu'ils font face. La première fois que notre province vient d'être honorée par l'autorité nationale numéro 1 des affaires sociales, nous vous demandons d'être notre véritable médiatrice auprès du gouvernement congolais pour que nous soyons mécanisés, payés et primés, bref, la prise en charge du personnel. La difficulté la plus majeure que nous traversons, Excellence Madame la Ministre, est celle de la prime des fonctions spéciales. Madame le ministre national des Affaires sociales, très touché par ces difficultés, a rassuré l'appui du gouvernement central dans un délai très proche avant de lancer un message de réconfort aux élèves. J'ai dit à tous ces apprenants que l'avenir de demain de notre pays, c'est entre leurs mains. Faisant la ronde des infrastructures de ce secteur à Kananga, Rose Boyata a fait un constat amer. C'est un constat malheureux parce que j'ai vu que beaucoup d'infrastructures du ministère des Affaires sociales sont polluées, vendues, et donc il n'y a presque plus rien pour les affaires sociales. Il faut signaler qu'à cette même occasion, la ministre nationale des Affaires sociales a remis un important lot de matériel de lutte contre la Covid-19 composé essentiellement de lave-mains, savon liquide ainsi que thermoflash. Rendons-nous à présent au Congo central. La situation de la crise sociopolitique dans le Congo central en République démocratique du Congo qui oppose l'organe délibérant au gouvernorat de province sème la discordance au sein des obédiences politiques du coin, voire même ethnico-tribales. Je vous convie à suivre cette réflexion que vous propose Johnny Gala. Depuis l'affaire scandaleuse de la dépravation des mœurs par les numéros 2 du Congo central l'année dernière, cette province fait face à une intense crise institutionnelle, particulièrement entre l'organe délibérant et l'exécutif provincial. Ce dernier est connu comme auteur moral et intellectuel de l'acte d'intime pudeur enregistré au sommet du Congo central, dont la vidéo a fait la toile sur les réseaux sociaux dans toute leur diversité. À son temps, le procureur près la Cour de cassation s'était saisi du dossier en demandant à l'Assemblée provinciale du Congo central d'élever les immunités des concernés pour qu'ils soient punis sévèrement conformément à la loi. Malheureusement, la haute juridiction en matière de répression des crimes des droits communs en République démocratique du Congo ne va pas obtenir un gain de cause à sa requête. Car l'hémicycle du Congo central, majoritairement FCC, résista de sacrifier l'un des leurs à Toumatouboana, gouverneur des provinces, en victime expiatoire au risque de fragiliser la cohésion du Front commun pour le Congo dans cette contrée de la République démocratique du Congo. L'opinion assistera au rebondissement du dossier juste après la descente au Congo central d'une délégation nationale des dirigeants du FCC en provenance de Kinshasa. À peine que la délégation regagne la capitale, l'Assemblée provinciale cette fois-là se métamorphose pour une nouvelle initiative visant la destitution imminente d'Nkulu Kimatubwana au fauteuil de l'exécutif provincial. Cette grand-messe des élus provinciaux du Congo central n'obtiendra jamais l'accès facile au siège de l'hémicycle, sinon leur objectif sera atteint dans un autre cadre circonstanciel trouvé dans un flat hôtel du coin.
Après cette plénière, la pression de l'organe délibérant dirigé par Pierre-Anatole Matousila Malungeni Nekongo s'accentue pour exiger le départ de Matubwana qui fit son protégé au nom de leur famille politique. Pour l'heure, les deux institutions sont en crise inédite de confiance et cela ne profite en rien le peuple Congo. Si les camps Koulouki s'accrochent à la décision de la Cour de cassation, laquelle met en cause la destitution de l'actuel gouverneur du Congo central, par contre, les camps Matousila se reconnaissent tenant du titre de victoire au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle obligeant Atou Matubwana de renoncer à ses postes politiques prestigieux de la province. Seulement, le Congo central, reconnu comme un peuple prophétique en République démocratique du Congo, doit surmonter cette étape de crise, soit par une réconciliation ethnico-tribale parrainée par les sages du coin, réunissant toutes les filles et fils du terroir. Bien encore, engager une médiation politique de grande portée, verrouillée à toute manigance des tireurs de ficelles. La Lucha section de Kananga interpelle la communauté internationale pour que justice soit faite en faveur de victimes des affres de guerre du Grand Kasaï. C'est à travers une marche couplée en sit-in organisée à Kananga et qui a connu la participation de plus de 1000 personnes victimes venues de l'espace Grand Kasaï. Solen Tumba nous fait le point. Ils sont venus de différentes villes du Grand Kasaï pour répondre à l'appel lancé par les mouvements citoyens Lutte pour le changement Lucha afin d'exiger une justice équitable. Parti de la commune de Langanza, considéré jadis bastion de la milice de Kamouinan Sapou et où bon nombre de concitoyens ont été massacrés et violés. Cette marche a connu comme point de chute la Monisco en passant par le boulevard Lumumba et l'avenue Lulua. François Daniel Kapuka, communicateur de la Lucha Kananga, lit le mémorandum devant le chef de bureau d'intérim de la MONUSCO. Nous, militants et activistes des droits humains réunis au sein du mouvement citoyen Lutte pour le changement de la République démocratique du Congo, Lucha RDC section de Kananga, venons par le présent attirer votre particulière attention sur le massacre, viol et pillage perpétrés dans la région du Grand Kasaï, en République démocratique du Congo, qui sont restés impunis jusqu'au moment où nous vous adressons ces petites lignes et leurs particularités dans la commune de Nganza, ville de Kananga. Nous venons en tant que filles et fils, sœurs et frères de victimes de ces événements malheureux, vous dire que le silence de la communauté internationale nous inquiète et enflamme nos cœurs, surtout ceux de nos mamans et sœurs ayant été victimes directes du viol de la part de certains éléments incontrôlés de notre propre armée. Message bien reçu par Aboué Djabem Ephraim, chef de bureau de la MONUSCO, qui a promis la transmission immédiate de ces mémos. Vous vous êtes comporté de manière responsable. Vous vous êtes comporté de manière citoyenne. Que vos préoccupations et vos doléances pourraient être soumises dans une atmosphère de calme et de restreint. Ce que moi je vais vous promettre, c'est que nous allons acheminer vos préoccupations à qui de droit immédiatement. Je suis qui? Je suis Kasaïen. Je réclame quoi? Je réclame justice. Rendons-nous à présent dans la province du Lualaba, les rôles et les attributions d'un comité local de développement à la lumière du cadre légal congolais. Tel est le thème d'un atelier de renforcement de 2 jours organisé par l'IBGDH à l'intention des communautés locales de développement du Dilala impactées par l'exploitation minière. Je vous convie à suivre plus de détails avec Steve Senga. 2 jours ont suffi pour une formation de renforcement de capacité à l'attention de membres de communautés locales de développement de quartiers de la commune de Dilala à Kolwezi affectés par l'exploitation minière de l'entreprise chinoise Compagnie minière de Moussonoy, Comus. Organisé par l'Initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains IBDH en collaboration avec Caritas et la commission Justice et Paix, l'atelier s'est tenu sous les thèmes rôle et attribution d'un comité local de développement à la lumière du cadre légal congolais. Maître Dona Kambola donne le pourquoi de l'organisation de cet atelier. Pourquoi cette activité? Parce que, comme vous le savez,
après les moratoires du ministre provincial des Mines qui a demandé aux entreprises de signer leur cahier de charges, on a constaté un engouement assez intéressant des entreprises pour signer les cahiers de charges. Nous avons l'impression que la population qui doit signer les cahiers de charges n'est pas assez outillée en la matière et plus particulièrement les représentants des communautés locales ne sont pas eux-mêmes assez informés sur leurs attributions. Les participants à cet atelier de renforcement de capacités ont exprimé leur satisfaction. Il y a des entreprises qui nous environnent. Mais vous allez sentir à un certain moment, au lieu que la société civile nous accompagne, mais la société civile est en train de s'interférer au centre là-bas. Alors, on nous a donné un peu le bagage avant de faire le cahier des charges pour ne pas le faire à la hâte. Alors on est en train de nous donner un peu de stratégie, au moins qu'on doit être armé avant de signer le cahier de charge. C'est la salle de réunion du Scholastica du collège Saint-Jean 23 qui a servi de cadre pour cette formation de renforcement de capacité. Certains feux de signalisation installés sur différentes artères de la voirie urbaine de la ville de Lubumbashi sont dans un état de dysfonctionnement total pendant plusieurs jours de cela, alors que censé réglementer la circulation de la voirie urbaine de cette ville. C'est un reportage de Gisèle Kabongo. Bien que suffisamment réhabilité avec les concours du gouvernement provincial du Haut-Katanga, la majorité d'artères du centre-ville de Lubumbashi rassure moins la sécurité routière aux usagers de toutes catégories au regard de l'état des dysfonctionnements de plusieurs panneaux et autres feux de signalisation, y compris certains robots régulateurs devenus totalement immobiles sans être encore capables de pallier au phénomène inquiétant des poches d'embouteillage, lesquelles n'a jamais cessé à causer du tort à ceux qui se rendent au travail empruntant les moyens de transport en commun. Contacté, les chefs d'antenne de la Sainte-Père Lubumbashi rassure que son service s'apprête déjà pour remettre en fonctionnement les panneaux endommagés, bien encore les robots régulateurs. Lorsque le robot tombe en panne, il revient maintenant au service technique que nous sommes, parce que la CNPR, c'est un service technique dans cette matière-là, qui collabore bien sûr avec cette entreprise Women Technology. Alors, je crois que le gouvernement provincial a trouvé une solution, on nous a accordé, parce qu'il y a des redevances que la CNPR est en train de percevoir ça et là, entre autres les abnormales, la surveillance sur le chargement, ainsi de suite. Et donc, dans cet argent, le gouvernement provincial nous a autorisé de prendre quand même un pourcentage pour la maintenance des robots et de feux. Et c'est la chose. À noter que la réhabilitation de ces feux de signalisation au centre commercial s'avère important en vue d'une bonne circulation des engins automobiles. Célébration à présent, mesdames et messieurs, honorer et soutenir les victimes ainsi que les survivants du terrorisme en les protégeant en plein exercice de leur liberté, y compris leurs droits fondamentaux. Tel est l'objectif de la journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme qui se célèbre ce vendredi 21 août 2020 par l'humanité. Nadège Kabolé pour le commentaire. Le monde commémore ce vendredi 21 août 2020 la journée internationale du souvenir en hommage des victimes du terrorisme. Cette journée a été promulguée par l'Assemblée générale de l'ONU le 19 décembre 2017 sous recommandation du Conseil des droits de l'homme avec comme objectif honorer et soutenir les victimes et les survivants du terrorisme et à promouvoir et protéger les pleins exercices de leurs libertés et de leurs droits fondamentaux. Trop souvent, les victimes du terrorisme doivent encore lutter pour faire entendre leur voix. Toutefois, il se constate que l'atrocité des faits qu'ils ont subis n'est suffisant apparemment pas pour leur permettre d'obtenir automatiquement une assistance et faire respecter leurs droits. À travers cette résolution, l'Assemblée générale des Nations unies affirme également sa volonté de renforcer la coopération internationale en vue de prévenir et combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Elle rappelle également que tous les actes de terrorisme, sans exception, sont criminels et injustifiables, qu'en soient les motivations, les liens,
l'époque ou les auteurs. Lorsque nous respectons les droits fondamentaux des victimes, en y leur apportant appui et information, ces gestes réduisent tant soit peu les dommages durables causés par les terroristes aux individus, aux communautés et aux sociétés. Message du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons un point final à cette grande édition du journal sur Molière Canal. Je vous fixe rendez-vous prochainement avec le même et le réel plaisir.